à mon tour de remercier Dr Philippe Gérard pour cette présentation. Et maintenant, on invite le professeur Ammar Azion du CLB de Constantine pour donc présenter son travail. I thank Dr. Philippe Gérard for his presentation. And now we are inviting Professor Ammar Azion to present his work. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, mes chers collègues, avant de commencer la petite présentation, je voudrais remercier énormément le comité d'organisation qui m'a fait l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, le thème que j'ai déjà avant tout, I would like to express my apologies for our guests who are English speaking. I prefer to present my work in French, and if you have any question, please don't hesitate to stop me and ask a question, and I will answer you in English. Donc, je voulais juste vous dire que ma présentation, elle ne vise pas la santé animale plus, mais elle vise l'éthique, le côté éthique, parce que notre cher collègue Bernard a parlé de camel welfare. Donc, moi, je vais parler le bien-être de la souris du lac, donc encore beaucoup plus petit. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi comme intitulé expérimentation sur l'animal éthique et quel est l'apport de nouvelles biotechnologies ou d'autres technologies pour éviter ou substituer les expérimentations sur l'animal. Donc, en fait, le cœur de la présentation va être axé sur le développement technologique. Donc, on a trouvé l'animal, je vais juste justifier pourquoi on utilise ces technologies et pas les animaux. Donc, le cours de ma présentation, je vais parler très vite sur l'expérimentation animale, quelles sont les méthodes alternatives, quels sont les problèmes majeurs dans ces méthodes alternatives et quelles sont les technologies émergentes qui peuvent accompagner ces technologies pour les rendre beaucoup plus efficaces afin d'éviter carrément les essais sur les animaux. Et après, je vais donner quelques exemples ici en Algérie, plus précisément au CRPT, parce que nous sommes en train de développer ces technologies pour les introduire en Algérie et démocratiser ces technologies sur tous les laboratoires de recherche universitaire et pourquoi pas les appliquer à la recherche médicale si un jour on aura une bonne industrie pharmaceutique. Et après, on peut établir un débat. Donc, vous voyez, l'animal a été toujours un sujet philosophique de l'homme. Est-ce que l'animal il est créé pour servir l'homme ou il est créé pour préserver l'écosystème, mais en général l'homme il est fort, il est égoïste, donc il domine n'importe quel être vivant ou autre chose pour l'exploiter à ses fins un peu personnelles. Donc, dans la recherche médicale, jusqu'à maintenant, on utilise des animaux pour faire n'importe quel test de molécules en développement ou un médicament ou n'importe quelle démarche scientifique. Et vous savez tous, parce que nous sommes tous des universitaires, et quel est l'état des animaux dans nos animaleries. Principalement, dans l'animal, il est je parle du souris et du lapin en général, donc c'est vraiment dans des conditions un peu très difficiles, et en plus, lorsqu'on commence à faire l'expérimentation animale, c'est très rare, je le dis, parce que on a fait quand même on a voyagé un peu partout, ici en Algérie, et on a trouvé que les conditions qui sont sur l'animal sont
une tâche extrêmement difficile. Notre cher Bernard nous a donné juste un exemple. Les associations de défense des animaux ont interdit uniquement d'autoriser la balade des chameaux à Paris. Et ça parce que, alors on parle sur l'expérimentation sur l'animal. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment, des fois, c'est justifié. Parce que faire un test sur l'animal, par exemple, les tests de produits cosmétiques sur le lapin, on injecte carrément le produit dans l'œil avec une concentration élevée et après le lapin, et après on jette le lapin ou le tue s'il n'est pas mort en fait après cet essai. Donc c'est vraiment, je vous le dis, c'est la souffrance en silence. Et ça, donc c'est normal, il y a le sang humain, et on a le côté moral, et on devrait penser à ces êtres vivants, comment on doit effectuer l'expérimentation pour des fins biomédicaux ou autre chose. Et donc, comme le Centre européen pour la valorisation des méthodes alternatives, donc ça c'est le champ de bataille de Russell depuis 1959, où il a publié un livre sur The Principles of Hearing Response and Techniques. Donc, il recommande 3 R: la réduction, le raffinement et le remplacement. On doit diminuer le nombre d'animaux sacrifiés et aussi le nombre de la durée décente. Donc, avant de mettre en place ces recommandations, on doit vraiment faire notre cahier de charge. Le raffinement, il s'agit de réduire la sécrétion ou le soulagement de la douleur de l'animal et aussi remplacer, c'est ça qui nous intéresse, travailler sur des modèles in silico ou aussi sur des modèles in vitro. Et ça, c'est les tests qu'on utilise les cellules ou les tissus. Et juste pour ici, à titre d'exemple, depuis 2013 en Europe, il est interdit de mener des études de toxicologie des produits cosmétiques dératinés sur l'animal. Il est interdit. C'est pour ça les produits cosmétiques qu'on a développés ici en Algérie, on ne peut pas vendre en Europe. Aux États-Unis, si on peut, parce qu'ils n'ont pas ces exigences. En Europe, on ne peut pas vendre parce que c'est rare, on fait l'expérimentation des produits cosmétiques sur les cellules ou des tissus, mais on fait directement sur les animaux. Et c'est pour ça, nous, on ne peut pas vendre nos produits à l'Europe. Donc c'est pour ça, déjà ça c'est d'une part, et d'autre part, pourquoi on fait la recherche médicale sur les animaux? Aux États-Unis, enfin à MIT, ils disent Moses are not little mice. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 8% des molécules qui ont été testées potentiellement médicamenteux sont responsables sur l'homme. Et ça, vous le savez, parce qu'on n'a pas la même machine. Donc, tu souris un homme, donc c'est rare où on peut transposer le test sur les animaux sur l'homme, d'une part, et ça, ce qui a induit un coût très élevé de recherche et développement, et c'est pour ça, en fait, on paye les médicaments très chers. Parce qu'il y a beaucoup de travaux de recherche et développement qui sont partis, entre parenthèses, dans la cour, parce que si on fait 3, 4, 5 ans, 10 ans de recherche sur un médicament, et à la fin, on teste sur l'animal, les cellules de l'animal, enfin l'animal répond, et lorsqu'on essaie de faire les tests cliniques, donc elles ne sont pas transposables. C'est pour ça qu'on a perdu beaucoup d'argent dans la R&D, et pour rembourser, on doit augmenter le prix du médicament. Et c'est ça, parce que le coût de la R&D est toujours compté. Et donc, parmi les méthodes alternatives, on utilise les cellules en culture. Les cellules en culture, ça veut dire on a
des instruments en plastique, des boîtes de culture cellulaire, et on prend les cellules, des lignes cellulaires, soit immortalisées ou bien des lignes cellulaires humaines, et on les met en culture, et après on fait des tests de médicaments, et on va voir est-ce que la cellule elle répond aux stimulations externes, c'est-à-dire aux médicaments, oui ou pas. Malheureusement, les cultures, en fait les cellules, les cellules en culture, elles perdent leurs caractéristiques phénotypiques en termes de taille, de forme, de polarité, parce que, comme vous voyez ici, ça c'est le pointeur. Alors, vous voyez ici, ça c'est des cellules. Justement, voilà, merci. Donc vous voyez ici, ça c'est des cellules marquées. Ça c'est le noyau des cellules. Cette image a été donnée par Chantal de Dessert. Et ça c'est le tissu humain. Vous voyez ici, les cellules sont très très bien organisées, mais une fois on les met en mode de culture, les cellules perdent leur structure phénotypique. Et ici, ça c'est l'image qu'on a réalisée sur le CRPT. Vous voyez ici, les cellules sont très différentes en termes de taille et de forme. Et donc, pour aller chercher l'expression des cellules et les stimulations externes, il faut vraiment développer des logiciels extrêmement sophistiqués pour pouvoir extraire des données suffisamment significatives pour dire que tel type cellulaire répondait à tel médicament ou non. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de se rapprocher des conditions in vivo de plus en plus. Parce que, et comment faire, on utilise en général la micro-technologie, la micro-nanotechnologie, qui est appliquée dans l'industrie de la microélectronique pour fabriquer des transistors et des puces, et on s'est inspiré de cette technologie pour faire des puces à cellules, parce qu'on peut contrôler la forme et la taille et la structure des cellules côte à côte, par exemple. Donc, on peut vraiment reproduire le tissue-like, comme quelque chose comme un tissu, mais dans les conditions in vitro, sur la boîte de culture. Alors, vous voyez ici, c'est des cellules qui se trouvent dans un tissu, donc elles sont intégrées dans leur matrice extracellulaire, et c'est ça le problème, parce que les boîtes de culture cellulaire conventionnelles, sont en plastique. Alors la matrice extracellulaire, elle a des caractéristiques physico-chimiques en termes de rigidité et de composition biochimique. Parce que le corps humain, il n'est pas comme le verre ou comme le plastique. Donc, il faut donner aux cellules leur environnement naturel. Comme si donc la matrice extracellulaire, une des caractéristiques, c'est qu'elle est molle et elle est poreuse pour laisser les nutriments passer des cellules à l'autre et assurer la communication cellule-cellule. Et donc, c'est ça en fait, la micronanofabrication. On utilise en général, c'est ça les technologies de la microélectronique, la lithographie, d'autres technologies pour faire je ne vais pas vous expliquer comment on fait parce que sinon je vais prendre une heure. J'ai que 20 minutes, j'espère. Et donc, on utilise ça, et après, on utilise des micromotifs sur le plastique, mais ces micromotifs, chaque micromotif, il reçoit des protéines d'adhésion. Donc, bien, chaque motif, on essaye de lui offrir la matrice extracellulaire. Lorsqu'on met les cellules, elles s'adhèrent sur la matrice extracellulaire, que ce n'est pas sur le verre, parce que, quand même, il y a une petite couche molle et avec une composition chimique où la cellule, elle peut sentir à l'aise, et du moment où la cellule, elle s'étale très vite, elle peut assurer sa bonne
Et c'est ça l'objectif, c'est assurer les voies de signalisation cellulaire. Et donc, vous voyez ici, par exemple, on peut maîtriser la fabrication de quelques puces, mais à l'échelle de la cellule unique. Ça, c'est l'étude pour la recherche fondamentale et pour la recherche appliquée. Et donc, vous voyez ici, par exemple, ça, c'est des mécomotiques de protéines. Lorsqu'on met les cellules sur la boîte de culture, chaque cellule, elle connaît son endroit. Et vous voyez ici, il y a des rangs, il y a des arbalètes. Après, c'est à nous de contrôler la forme. Si j'impose la forme sur la puce, toutes les cellules prennent la même forme. Et du coup, j'ai réduit les artefacts dus à la taille. Et aussi à la forme, la taille et la forme. Et donc, et après, on a essayé de griller des boîtes de culture 96P ou 384P, où les plis entièrement, ils contiennent des micromotifs pour les cellules. Donc, et ça, vous voyez ici, ça c'est les micromotifs qui existent dans le pli de la boîte de culture cellulaire. Et après, dans chaque motif, il y a une cellule. Donc ça, c'est quand j'étais curieux, on a développé cette technologie, on a fait une preuve de concept avec la biologie cellulaire et nous avons publié l'application dans des journaux prestigieux. Et donc, à l'issue de ça, nous avons transféré la technologie pour créer la première start-up qui vend les puces et les microplaques de cellules, que je trouve maintenant à Grenoble à la Médiathèque, et il y a le fait le bonheur d'une entreprise, je ne vais pas, une boîte pharmaceutique qui signe des contrats très très importants avec cette start-up. Et après, donc on a transféré cette technologie en Algérie au CRBT et on est sur ce projet WINAM qui travaille sur l'application de l'édition du génome. On utilise ici les puces pour trouver une autre méthode pour l'édition du génome, parce que le problème de l'édition du génome, c'est de délivrer. Donc, comment utiliser ces puces pour délivrer le complexe de CRISPR-Cas, donc la cellule, pour la modifier génétiquement. Et voilà, donc vous voyez ici, ça c'est un film maintenant au CRBT, même on fait des micromotifs de quelques micromètres, et lorsqu'on met les cellules suivent exactement la forme qu'on a imposée, et même à l'échelle de sinusale. Et voilà, et donc pour l'édition du génome, donc je vais pas vous expliquer comment faire le gene delivery, et le plus important, c'est qu'on suit la modification génétique des cellules sur la cellule unique, en utilisant la microscopie haute résolution, la nanoscopie, single molecule tracking, pour voir en vert ici, c'est l'arrivée des complexes CRISPR dans le noyau. Et lorsqu'on fixe les cellules on voit ici cette couleur magenta, c'est le noyau, et en vert, c'est le complexe CRISPR qui est arrivé dans le noyau. Et on a fait le séquençage, on a fait l'extraction de l'ADN, on a fait le séquençage et on a vu la modification du gène comme c'était l'objectif. Donc la thèse elle est en rédaction. Donc le problème avec cette technologie, c'est pas un problème, mais juste elle permet l'addition d'une seule protéine. Alors la matrice extracellulaire, elle est complexe. Et en plus, au corps humain, il y a la communication entre cellules et cellules. Donc il faut s'assurer qu'on peut mettre deux types cellulaires côte à côte. Donc c'est pour ça nous avons développé une nouvelle technologie qui permet de mettre deux motifs côte à côte qui nous permettent de faire la culture cellulaire de type cellulaire. Donc vous voyez ici, ça c'est le type cellulaire 1 et le type cellulaire 2, ils sont côte à côte. C'est que cette technologie, elle est et en plus avec cette technologie, on peut
elle est basée principalement comme le radioprojecteur. Donc on a besoin d'un microscope, un laser, le DMD, et après à travers l'objectif, on peut, avec une chimie photosensible qui nous permet de greffer n'importe quelle protéine dans n'importe quel endroit. Et nous avons reproduit ce tableau de Matisse avec les protéines que vous voyez ici. Et ça veut dire pourquoi on a fait cet essai. C'est juste pour dire qu'on peut greffer plusieurs biomolécules pour mimer encore la matrice extracellulaire. C'est ça notre objectif. Comment reproduire la matrice extracellulaire dans les conditions de vie. Et vous voyez ici, par exemple, on a fait ça, deux protéines. Lorsqu'on fait la culture cellulaire, voilà. Donc vous voyez ici, en général, cette technologie, à chaque fois, lorsqu'on fait le test mobile, on fait la culture d'un tapis cellulaire et après on fait les scratchs pour les cellules. Maintenant, on fait de manière intelligente, on ne touche pas les cellules. Une fois les cellules sont en confluence, elles commencent à migrer sur le gradient que nous avons imposé, comme ici. Et après, on a transféré les technologies encore une fois pour créer la deuxième start-up qui se trouve à Paris, elle s'appelle Albion. Mais la technologie, elle est aussi appliquée. Donc, on l'a. Et donc, comme il y a deux technologies utiles, mais chaque technologie, en fait, dans ce genre de technologie, il n'y a pas la technologie, il y a des technologies. C'est que la technologie Cyto, elle est basée sur une seule protéine, l'autre, elle peut faire deux protéines, mais la deuxième, elle ne peut pas faire le double patterning avec ODB, comme la première. Donc il y a un problème. Donc elle reste pour la recherche, elle ne peut pas, elle ne permet pas de fabriquer des puces pour les vendre. Et c'est pour ça que nous avons mis sur ce problème YASOP, qui ont donné la vitesse pour développer une technologie qui vise la production à haut débit de ces puces à double protéines, à double cellule. Et donc, nous avons réussi à produire ces microplaques et les puces, et vraiment, et je vous le dis, on est les premiers au niveau mondial à avoir réussi à produire deux protéines dans des puces à haut débit. Donc c'est plus la recherche, mais on peut vendre les puces aux boîtes pharmaceutiques. Et voilà, donc, et aussi le côté impression en 3D, nous avons Jihad qui est en 4e année de thèse maintenant, qui développe des puces pour imprimer les cellules en 3D pour mimer les organes. Chaque type cellulaire est représenté par son type cellulaire, et après on confronte trois types cellulaires dans un même environnement. Il a investi le médicament pour voir est-ce que les cellules répondent, oui ou pas, et ça, ce qu'on appelle la médecine personnalisée, ça va être très utile dans l'administration des médicaments, surtout qui coûtent cher, les anticancéreux, et parce que c'est aide à la décision avant d'administrer le médicament sur le patient, le médecin étudie ses puces. Si les cellules répondent, il va administrer, autrement, il va dire non, je ne vais pas perdre le médicament et je ne vais pas faire souffrir le patient pour rien, parce qu'il ne va pas répondre. Voilà, donc vous voyez ici, c'est la culture cellulaire 3D, et vous voyez qu'on est capable de créer des sphéroïdes, c'est vraiment pathologie-like, c'est comme si une pathologie, des sphéroïdes, dans une matrice hydrogène. Et pourquoi? Parce qu'on ne met pas les protéines en 2D, mais ça c'est en 3D, dans une matrice hydrogène molle qui mime encore mieux la matrice extracellulaire. C'est ça, en fait, on reste tout. Parce que là, c'est ce que nous intéresse, c'est la matrice extracellulaire. Voilà. Donc, à l'issue de ces travaux, nous avons créé cette année une start-up, elle s'appelle Memecol, elle a eu le label start-up,
à la Université de Mamère, sur le livre. Donc ils ont commencé à Mana et à de l'école de biotechnologie. On a encadré aussi avec Wigan, qui a développé ces technologies. Et voilà, et donc la première puce elle est là. Et elle est vraiment, c'est un premier prototype. Et qui va, Inch'Allah, être donc déjà leur cahier de charge. Il commence par la formation pour convertir la communauté à ces nouvelles technologies et après ils sont en train de mettre leur plan de travail et voilà. Donc, parce que le marché de ces technologies d'ici quelques années, il va frôler les 4 000 milliards de dollars, surtout les systèmes de microfluidique, la biologie de synthèse, les génies cellulaires et tissulaires, et c'est ça la biotechnologie d'innovation. Et voilà. Et après, ça c'est le logo du CRBT qui est imprimé, et lorsqu'on met les cellules elles suivent la forme. Voilà. Donc, je vous remercie.